Un chef, disait Jacques Chirac, c'est fait pour cheffer. Derrière cette expression obscure se pose une problématique réelle qui est celle du rapport entre nos dirigeants et les citoyens, qui est, pour le dire en d'autres termes, la question du chef en démocratie. Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? Nous avons le plaisir, pour en discuter, d'accueillir Jean-Claude Monod. Jean-Claude Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur, entre autres ouvrages, de « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? Politique du charisme » et, plus récemment, de « L'art de ne pas être trop gouverné ». On peut commencer cette discussion en relevant un paradoxe fondateur, un paradoxe initial, qui est que la démocratie est par définition le régime de l'horizontalité, celle de l'égalité entre tous les citoyens, et pourtant que dans ce régime, au cœur de ce régime, se trouve le chef, qui restaure une forme de verticalité. Comment s'articule la présence de ce chef et cette exigence d'horizontalité ? Ben effectivement, moi c'est la question que je me suis posée, enfin que j'ai reprise au fond, qui implique évidemment de définir la démocratie. Donc on sait que la définition classique c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc on se dit que dans ce dispositif il n'y a pas vraiment de place pour autre chose, pour quelqu'un d'autre que le peuple. En même temps il y a cette question du kratos, le terme est formé bien sûr sur le grec démos et kratos ça renvoie au pouvoir. Et donc se pose la question de savoir comment s'exerce le pouvoir du peuple sur lui-même. Est-ce qu'il peut s'exercer d'une manière directe ou est-ce qu'il doit s'exercer par la médiation d'institutions, de représentation, et peut-être d'un gouvernement qui lui-même peut faire place à un dirigeant. Donc il me semble que dans la tradition occidentale, on a une pensée de la politique qui, d'une manière ou d'une autre, articule toujours ces deux dimensions que vous avez indiquées, c'est-à-dire la dimension de l'horizontalité. D'ailleurs, le philosophe français Paul Ricoeur parlait de l'axe de l'horizontalité, l'axe horizontal de la politique et de l'axe vertical de la politique. Et alors le premier renvoyant plutôt donc à l'égalité et éventuellement à la coopération, le second renvoyant plutôt à l'autorité, éventuellement à la domination, à la capacité éventuellement de conduire une action collective. Et on peut se demander bien sûr si la vraie démocratie ne suppose pas au fond de maximiser l'égalité et la coopération et de minimiser l'axe donc vertical de l'autorité, de la domination personnelle. Mais on peut aussi se demander si on peut tout à fait se passer de l'axe vertical, si une démocratie peut être complètement directe et se passer de chef. Et bon, voilà, c'est cette question que moi j'ai essayé de reprendre, qui ne m'a pas paru évidente parce que, au fond, il y a évidemment le concept de démocratie, il y a les concepts, peut-être les différentes conceptions de la démocratie qu'on a pu avoir au cours de l'histoire, et puis il y a la réalité, les régimes qui se disent démocratiques, qui en général font place à ces dimensions de gouvernement, de représentation et de dirigeants. Et peut-être de numéro un. Il y a peut-être toujours plus ou moins un numéro un, même si ce n'est pas forcément le président, peut-être le Premier ministre, etc. Et donc, mais la question du chef d'ailleurs peut s'élargir au-delà de la question politique du chef. Ce serait une autre interrogation à avoir. Lorsque vous évoquez l'autorité, la consonance est forte avec l'adjectif autoritaire, régime autoritaire, ce qui nous amène à la problématique de la mystique du chef, pour reprendre une expression que vous utilisez, et dont vous rappelez qu'elle a un passif historique assez lourd. Quel est ce passif de la mystique du chef ? La mystique du chef, c'est le nerf de certains régimes autoritaires ou totalitaires, où on a vu effectivement se mettre en place
des cultes de la personnalité, dans le cas, par exemple, du stalinisme, une sorte de mystique, effectivement, du dirigeant, du duce ou du Führer dans le fascisme et dans le nazisme. Donc on a l'expérience, notamment au XXe siècle, de ce que moi je désigne comme des pathologies du chef ou des pathologies du charisme, où le chef est considéré quasiment comme un être surhumain, où toute la décision se concentre chez lui. Il y a toute d'ailleurs une célébration chez les idéologues du nazisme, par exemple, ou chez les juristes d'ailleurs même du national-socialisme, de cette décision entièrement concentrée dans ce qu'un juriste allemand que j'avais un peu étudié, et qui est devenu un des juristes du Troisième Reich, Carl Schmitt, appelait la loi animée, hein, le Führer comme loi animée, c'est-à-dire il n'y a pas une loi impersonnelle, la loi est totalement personnalisée, et tout ce que veut le chef fait loi. Alors que, évidemment, si on essaye de penser ce que peut être un chef, à supposer qu'il en faille un, ou en tout cas qu'on puisse en penser la compatibilité avec le régime démocratique, si on tente de la penser dans son articulation avec des exigences démocratiques ou libérales, le chef n'est évidemment qu'un élément dans la décision, dans la délibération. Il doit lui-même se situer sous la loi. Il n'est pas lui-même la source de la loi. Il est celui qui éventuellement fait exister, applique, etc. la loi, mais il n'en est pas la source. Et donc il y a ici tout un travail à faire, évidemment, pour éloigner autant que possible la figure du chef démocratique de la figure totalitaire du chef ou autoritaire. Alors vous avez, je pense à juste titre, dit qu'autorité, autoritarisme, bon, le terme autoritarisme dérive d'autorité, et en même temps, il y a pas mal d'auteurs de philosophie au XXe siècle, la philosophie politique, qui ont voulu insister sur le fait que l'autorité était autre chose que la domination ou que la force. Et donc, que l'autorité pouvait chercher sa légitimité aussi dans plutôt la reconnaissance des gouvernés que dans l'exercice d'un pouvoir arbitraire ou coercitif, et que peut-être le vrai sens de l'autorité, ce n'était pas l'autoritarisme. Mais voilà. Avant de revenir sur cette question d'autorité, je reprends l'expression que vous utilisez, pathologisation du chef. Pourquoi avoir choisi d'introduire dans vos travaux ce terme qui est plutôt de l'ordre psychopathologique, c'est-à-dire médical? Non, mais c'était une façon de désigner une expérience historique qui est justement une expérience extrêmement négative du chef. Et moi, même dès que j'écrivais ce mot de chef, au fond, j'avais cet arrière-plan qui fait, je pense, qu'on ne peut pas l'entendre naïvement, et qu'il faut tout de suite, en quelque sorte, prévoir des garde-fous, prévoir une façon de contenir le personnage politique du chef pour éviter, évidemment, la répétition de tragédies historiques telles qu'on les a connues au XXe siècle. Alors, pathologie, il y a toujours une interrogation dans les sciences sociales et dans la philosophie pour savoir s'il est bon d'importer ce vocabulaire médicalisant dans le champ des sciences humaines, que ce soit d'ailleurs le vocabulaire de la clinique, le vocabulaire de la thérapie, le vocabulaire, mais au fond le terme même de crise est un terme emprunté à la médecine. Donc il y a des termes qui, je pense, sont maintenant intégrés à notre façon de penser aussi des phénomènes historiques et sociaux. Et pathologie du chef, je crois que c'était une façon d'exprimer de façon succincte et assez parlante le fait que le chef est une figure qui peut être malsaine, qui peut être dangereuse, et dont on a pu observer les effets parfois délétères au cours du XXe siècle. Donc j'ai eu recours à cette métaphore médicale, mais sans que ça emporte nécessairement toute une conception de la vie politique. Ah oui, non, alors c'était pas pathologie au sens pathologie psychiatrique, c'était pathologie au sens politique. C'est-à-dire, au fond, on peut dire le totalitarisme, c'est une pathologie politique. Ricoeur, d'ailleurs, encore, disait qu'il parlait du mal politique. Il y a peut-être une expérience du mal politique, qui est l'expérience de la domination totale, de la destruction des libertés, et évidemment de la destruction même des minorités, de la destruction physique des populations. Donc on a cette expérience d'un mal profond
qui peut procéder de l'État et du personnel politique, y compris bien sûr de personnages comme Hitler, voilà, qui ont représenté ce mal à leur plus haut degré au XXe siècle. Et donc pathologie, ça ne veut pas dire qu'il faut penser que ces gens sont fous, enfin c'est pas la question, c'est plutôt le fait que ces figures peuvent avoir une forme extrêmement malsaine, avoir une forme qu'il faut combattre et qu'on peut considérer comme engendrant des maux. Je reviens à la question que vous abordiez tout à l'heure. Est-ce qu'il peut exister une autorité qui ne soit pas autoritaire et à quelles conditions cela est-il possible? Ben oui, ça c'est une grande question. Et là aussi, au fond, dans la tradition philosophique, on a des auteurs qui ont essayé de réactiver cette idée de l'autorité en rappelant que l'autorité, ça n'est pas, si on veut veiller à l'authentique diversité des concepts, comme disait une politiste fameuse du XXe siècle, l'autorité, ce n'est pas la même chose que la force et ça n'est pas la même chose que la domination. On peut dire que l'autorité, justement, c'est quelque chose qui est intermédiaire peut-être entre, mettons, un conseil et un ordre. C'était dans la théorisation romaine de l'autorité, il y a cette idée que l'autorité, par exemple, si on pense à un enseignant en classe, au fond, s'il est obligé de recourir à la force, mettons pour faire en sorte qu'un élève se lève ou lui réponde, c'est qu'il n'a pas d'autorité. Donc la force, c'est plutôt l'échec de l'autorité ici. S'il est obligé éventuellement de faire tout un discours argumenté, etc., et en forme, on peut penser qu'il n'a pas non plus tellement d'autorité. Donc l'autorité, ça ne serait ni l'argumentation, ni la force. C'est quelque chose qui fait appel, effectivement, à une forme d'obéissance, ou en tout cas de confiance, éventuellement, sans avoir à recourir ni à la coercition, ni peut-être à la persuasion rationnelle. Et donc c'est une figure intermédiaire qui est intéressante et dont le sens est peut-être un peu oublié. C'est la thèse notamment de philosophe politique Hannah Arendt qui pensait qu'en fait on ne savait plus tellement ce qu'était l'autorité, on la confondait toujours avec la force, y compris d'ailleurs peut-être dans cette idée du régime autoritaire. Un régime autoritaire, pour nous, c'est un régime qui a recours à la coercition et à la force. Mais ça veut dire que l'autorité, ce serait la force? Justement, non. D'ailleurs, on le voit, c'est intéressant quand on voit des régimes qui se sont effondrés très rapidement, alors qu'ils avaient recours à la force, mais justement, ils avaient perdu toute autorité. Donc, en Ukraine, par exemple, il y a eu cette révolution orange. Le gouvernement a eu recours à la force, mais ça n'a pas marché, il a dû fuir. Pendant les révolutions arabes aussi, on a vu des régimes s'effondrer, alors qu'ils étaient fondés d'une certaine façon sur la force, fondés sur la force, sans autorité. Mais sans disposer d'autorité. Sans disposer d'autorité, c'est-à-dire... Ce qui pourrait peut-être aussi caractériser la chute de l'URSS. Sans doute, oui. Ouais. Cette autorité-là que vous désignez comme un intermédiaire entre la force et la technicité, c'est ce qu'on va appeler sans doute pour désigner tel ou tel individu, l'autorité naturelle. Comment est-ce qu'elle s'exprime à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une nation? Alors, autorité naturelle, je ne sais pas, ça on peut se demander si l'autorité relève effectivement d'une sorte de qualité qu'on aurait presque de façon innée, ou bien si c'est quelque chose qui s'acquiert. Et alors ensuite, il y a la question de savoir si l'autorité n'est pas toujours liée à des positions institutionnelles, des positions sociales, à des fonctions éventuellement. Il est évident que si quelqu'un entre dans une pièce et on vous dit que c'est le pape ou le président de la République, vous ne vous comportez pas exactement de la même manière que si c'est juste un copain, etc., ou quelqu'un dont la fonction ne le dote pas de cette espèce d'aura ou de poids institutionnel particulier. D'ailleurs, ça peut se traduire tout simplement par le fait qu'il n'entrera en général pas tout seul. Il y aura des gens autour de lui, il y aura toute une sorte d'appareil qui agit sur les représentations aussi, qui fait qu'on le reconnaît à des signes, on le reconnaît à un pouvoir symbolique aussi qui l'accompagne. Donc il y a toute cette question du pouvoir symbolique, du pouvoir de l'institution, qui fait que l'institution dote certains individus d'une autorité par la fonction qu'ils occupent. Mais après, il y a une sorte de cercle qui est intéressant, c'est-à-dire il ne suffit pas d'être doté par l'institution de
cette fonction pour qu'on dise de vous que vous avez l'autorité pour l'exercer. Alors c'est intéressant pour les présidents de la République. On pourrait dire qu'un président de la République comme tel doit avoir de l'autorité puisqu'il est doté de cette fonction prééminente. Or, on dit parfois que certains manquaient d'autorité. Vous pensez à une figure en particulier ? On peut en citer, vrai, bien sûr. Alors, est-ce que c'était injuste ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que François Hollande, par exemple, a été souvent... est-ce que c'était une critique ? Oui, c'était souvent une critique. On a dit qu'il manquait d'autorité. On peut discuter pour savoir si c'est vrai, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait même que quelqu'un qui, par sa fonction, est doté évidemment de prérogatives réelles importantes, d'un pouvoir important, peut être néanmoins considéré comme manquant d'autorité. En un sens, c'est la même chose dans une salle de classe. On veut dire le professeur a comme tel un statut, une fonction, et pourtant, parfois, on dit qu'il manque d'autorité. Donc, il y a quelque chose qui relève de la personne, de l'autorité personnelle. Et donc ça, c'est une interrogation assez complexe, parce que qu'est-ce qui tient à la fonction, qu'est-ce qui tient à la personne, qu'est-ce qui fait que le charisme de fonction appelle éventuellement une espèce de qualité un peu impondérable, difficile à définir, qui se joue dans la relation. Est-ce que ça se joue dans la croyance des individus qui entourent cet individu et qui lui font croire à lui-même qu'il est doté de cette qualité ? Bon, ça c'est des questions que la sociologie de la domination et du charisme et du pouvoir symbolique s'est beaucoup posée. En fait, on n'a pas vraiment de réponse, mais on a un peu des éléments pour essayer de comprendre comment ça marche et éventuellement pourquoi ça ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on sait comment doter un individu d'autorité, ça jouera qu'on ne sait pas. Vous diagnostiquez l'élection de François Hollande en 2012 et son positionnement comme président normal comme étant le signe d'une dépolitisation générale. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression ? Ah non, je n'ai pas entendu une dépolitisation générale dans l'élection de François Hollande. Non, je pense que son positionnement était plutôt stratégiquement intéressant parce que ça sortait aussi d'une période qui avait été caractérisée par ce qu'on appelait un hyper-président, par quelqu'un qui un peu saturait l'espace public de sa présence, c'est-à-dire son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'il y a eu aussi une envie éventuellement des citoyens ou des électeurs d'une personnalité qui soit un peu moins débordante, qui n'intervienne pas sur tout, les faits divers, qui ne soit pas hyper présente. Et puis aussi, sans doute, il y a eu l'explosion en vol de Dominique Strauss-Kahn, qui était également une personnalité un peu débordante, d'une autre façon, une personnalité un peu immaîtrisable. Et donc, il y avait quelque chose de rassurant, je crois, et d'assez intelligent et habile dans le positionnement de François Hollande, par contraste avec ces figures un peu excessives. Alors d'ailleurs, il y avait une ambiguïté. Qu'est-ce que ça voulait dire président normal ? Est-ce que ça veut dire revenir à la norme du président de la Ve République, qui est censé être quelqu'un qui quand même n'est pas présent dans la quotidienneté gouvernementale. Il y a quand même normalement le Premier ministre qui est celui qui conduit la politique du gouvernement, ce qui a été un peu oublié dans la pratique de la Ve République. Et donc, est-ce que ça voulait dire ça ? Non, finalement, ça n'a pas voulu dire ça non plus. Est-ce que ça voulait dire simplement quelqu'un qui est davantage, disons, dans un rapport assez simple à la fonction, dans un rapport de proximité plus grande avec les citoyens et moins omniprésent, moins hyper-président. En tout cas, ça n'a visiblement pas fonctionné, puisqu'il ne s'est même pas représenté, mais en tout cas, le positionnement stratégique par rapport à ce qui précédait se comprenait. Alors la dépolitisation, je crois que j'en parle à un autre sujet, qui est effectivement une tendance peut-être des dernières décennies à essayer de présenter ou de trouver une forme de gouvernement qui se présenterait un peu comme un mode technique, comme échappant aux intérêts des groupes, que ce soit des groupes dominés ou des groupes dominants. Et donc il y a une tendance à essayer de penser une gouvernance presque sans politique, une gouvernance qui prend son modèle plutôt sur l'efficacité, le pragmatisme, éventuellement l'efficacité économique. Et je pense que ça peut avoir pour effet pervers de doter aux citoyens l'impression qu'il y a éventuellement des visions divergentes, des alternatives, des possibilités de jeu. Si on dit non, mais vous savez, il y a une rationalité gouvernementale
qui dépasse la politique, qui est hors politique, le risque, c'est de tuer, au fond, le principe des alternatives et même de ruiner l'idée d'alternance. On entend de plus en plus la sphère du politique être infestée de termes qui se rapprochent plus de la sphère entrepreneuriale ou de la sphère technicienne. Par exemple, on va parler de management, on va parler de gouvernance plutôt que de gouvernement, on va parler de gestion, certains parlent même de Startup Nation. Pour vous, que signale cette dérive, outre l'élimination du pluralisme dont on sait pourtant qu'il est intrinsèque à nos démocraties? Mais au fond, on pourrait le comprendre presque positivement au départ comme une volonté justement d'échapper aux pathologies politiques, d'échapper aux pathologies du chef, et donc de trouver une forme de gouvernementalité qui soit plus rationnelle, qui échappe à la démagogie, qui échappe aux passions, etc. Mais on voit bien que l'inconvénient, c'est justement d'aboutir à cette idée ou à cette image d'une sorte de gouvernance anonyme, de gouvernance sans gouvernant, où de ce fait, il est assez difficile d'interpeller les gouvernants, et dont le modèle a été, en un sens, effectivement, l'économie, le marché, éventuellement l'efficacité managériale, donc une logique qui a été pensée beaucoup plus pour l'entreprise et qui a été projetée vers l'État, vers le gouvernement politique, y compris d'ailleurs vers le gouvernement des services publics, etc. Et donc là, il me semble qu'il y a eu, alors est-ce qu'on peut imputer ça à ce qu'on a appelé le néolibéralisme à partir des années 70, mais il y a eu cette tendance à penser que ce qui était efficace, c'était le marché, et donc il fallait penser la politique sur le modèle du marché. Donc il fallait qu'il y ait au fond de moins en moins d'éléments de personnalité politique, et de plus en plus une sorte de rationalité immanente, coût-profit, dont le modèle était essentiellement gestionnaire, etc. Or, je pense qu'il y a un risque, effectivement, dans cette vision, c'est de donner une image qui fait perdre à la politique sa dimension de débat, de délibération ouverte, de délibération aussi sur les fins qu'on se donne, sur les raisons, au fond, de la vie en commun. Et puis, il y a aussi le risque de traiter au fond le peuple comme un peu un facteur de perturbation par rapport à cette rationalité qui est plutôt déposée entre les mains des économistes, ou des experts, ou des marchés d'ailleurs. Il y a la question de la sanction des marchés par rapport aux marqueurs économiques des politiques gouvernementales. Et donc il y a un déplacement presque de la souveraineté qui est en quelque sorte ôtée au peuple, et qui va beaucoup plus vers des instances non élues, des instances anonymes, qui peuvent être les marchés financiers, qui peuvent être des instances d'évaluation des politiques publiques non élues. Et donc voilà, je crois que tout ça montre peut-être la limite aussi de cette idée de la gouvernance sans gouvernant, et de l'absence de figures politiques. Au fond, c'est plus facile quand même de s'adresser. Alors peut-être qu'en France, on s'adresse trop toujours au président, qui a un peu ce rapport toujours, qui vient peut-être de la monarchie entre le président, mais au moins on peut interpeller un gouvernement politique, alors que la domination économique ou la gouvernance du marché est quelque chose qui est beaucoup plus difficile de mettre en cause, d'interpeller. Peut-être que le politique justement peut servir à mettre en question certaines orientations économiques, peut corriger des inégalités, peut faire en sorte de mettre de la conflictualité et de la délibération, là où sinon on nous présente parfois les choses comme une espèce de fausse évidence. Avant de revenir sur le rapport particulier que les Français entretiennent avec leur président, une autre caractéristique de cette évolution vers un État managérial est l'appel incessant à s'adapter et à se moderniser, ce qui s'accompagne d'une forme de saturation ou d'accélération du temps politique. Qu'est-ce que ça peut signaler ? Oui, alors ce mot d'ordre d'adaptation, effectivement, on l'attache souvent à cette compréhension néolibérale de la politique, de ma collègue
Barbara Stiegler, qui a fait un livre intéressant sur la façon dont justement le néolibéralisme s'est construit comme une pensée de l'adaptation continue des peuples et des individus à une sorte de mouvement pensé sur un mode pratiquement vitaliste, où l'économie impose sa règle et il faut toujours s'adapter à cette contrainte majeure, au détriment justement des formes de délibération, de démocratie ou de conflits au sens positif du terme. Il y a des conflits qui sont nécessaires parce que simplement il y a aussi des intérêts divergents dans une société. Et donc, généralement, ce discours de l'adaptation se fait quand même au service plutôt des intérêts dominants dans l'économie et sacrifie des pans qui sont considérés comme obsolètes. Et je crois que c'est un registre qui a été assez fortement présent dans la vie politique des dernières décennies et qui est assez fortement mis en cause maintenant, aussi parce que au plan par exemple écologique, cette question n'avait pas été mise vraiment à l'agenda de cette adaptation qui visait plutôt à adapter à la concurrence internationale, à la mondialisation, à la compétition industrielle. Et à un moment, il y a cette question des externalités, de ce qui n'est pas pris en compte dans les bilans comptables, de ce qui n'est pas pris en compte par l'économie standard, et qui sont les dégâts sociaux, écologiques, et maintenant d'ailleurs sanitaire, et de cette forme de course au profit. Et donc je pense qu'il y a en ce moment quelque chose d'intéressant dans la mise en cause, enfin d'intéressant, mais qui vient d'une situation assez terrible et assez urgente, mais où d'autres exigences viennent contrer un peu ce mot d'ordre de l'adaptation continue à l'économie telle qu'elle va. J'en reviens au rapport des Français à leur chef de l'État. Le général de Gaulle, au moment de faire voter aux Français la constitution de la Ve République, parlait de remettre un roi à la tête de la France. Pourquoi y a-t-il dans notre pays un tel culte du chef, un tel culte notamment de l'homme providentiel? Et à votre avis, est-ce une singularité? Et cette singularité est-elle appelée à se perpétuer? Alors bon, je pense qu'il y a des choses différentes, c'est-à-dire la question du statut du président dans la Ve République et de l'éventuelle mue d'une figure monarchique dans cette figure présidentielle. Bon, ça c'est une première question. Alors oui, on sait que De Gaulle voulait trouver une espèce de synthèse de république et de monarchie, au fond. Il estimait qu'il fallait en quelque sorte concilier ces dimensions de la Révolution française et de ce qui la précédait, et d'un pouvoir incarné, cette question de l'incarnation du pouvoir, ce qui évidemment était plus facile à justifier avec un personnage qui avait été en quelque sorte consacré historiquement. Il y avait un charisme dû aux circonstances assez exceptionnel dans le cas de De Gaulle. D'ailleurs, on a dit parfois que la constitution de la Ve République, c'était l'institutionnalisation du charisme de Gaulle. Et après, il y a tout le problème de la perpétuation de ce statut pour des personnages qui n'ont pas, évidemment, subi les mêmes épreuves et remporté les mêmes combats. Ce qui fait sans doute aussi la difficulté de cette fonction, qui est très chargée symboliquement. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité française? Sûrement, bon, mais il faudrait comparer au cas par cas. Bon, évidemment, en Angleterre, on a gardé la monarchie en créant une démocratie parlementaire à côté. Bon, aux États-Unis, il y a un régime qui est à la fois présidentiel et parlementaire. Bon, donc il y a à chaque fois des cultures nationales qui combinent différemment, sans doute, ces dimensions. Certaines
ont joué bien sûr à la baisse la figure du dirigeant, notamment évidemment l'Allemagne après 1945. L'Allemagne après 1945 revenait de la figure absolument pathologique du Führer, et donc a privilégié, d'une part d'ailleurs la forme plutôt fédérale, qui permet aussi de distribuer davantage le pouvoir que dans l'État français centralisé, même si l'État français s'est en partie décentralisé depuis des décennies, depuis assez longtemps d'ailleurs en fait. Mais il y a quand même toujours cet aspect assez pyramidal du pouvoir en France et assez central. Alors est-ce que ça peut se dépasser? Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit vraiment dans les profondeurs de, je sais pas, de la nation française, dans son rapport complexe à un roi qu'elle a décapité, mais un président qui en reprend certains traits? Ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Bon, moi, je pense que l'histoire est ouverte et imprévue, et imprévisible. Donc, est-ce qu'on peut complètement tourner la page de la figure Donc, il y a cette figure du président un peu monarque, puis il y a la figure de l'homme providentiel. Alors, l'homme providentiel, je pense que c'est quand même moins présent aujourd'hui que ça ne l'a été dans le passé. On considère d'ailleurs souvent que, bon, au fond, même au début de la Ve République, entre le début de la Ve République et maintenant, le taux de nombre de citoyens qui avaient fait par exemple des études secondaires a absolument explosé. On est aussi dans une répartition de la circulation du savoir, de la circulation de la connaissance qui est différente. Et je ne sais pas s'il y a vraiment cette attente, même si sans doute la structure de l'élection présidentielle fait qu'à chaque fois on a un peu l'impression de remettre une pièce dans la machine. On se dit non, mais on en a assez de cette focalisation sur les personnes, de cette attente excessive dans des individus, et puis bon, cette élection fait que ça repart pour un tour. D'ailleurs, aux États-Unis, de ce point de vue-là, ça n'est pas si loin. Il y a aussi une très forte attente qui peut être créée par ces régimes présidentiels. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des projets de 6e République, il y a des projets de démocratie beaucoup plus participative, beaucoup moins verticale. La question, c'est de savoir comment ça peut se réaliser. Souvent, on se dit que pour que ça se réalise, il faut quand même en passer par l'élection présidentielle, et du coup, on rentre dans le mécanisme de repersonnalisation. Est-ce que ça peut se passer en quelque sorte par le bas, par une sorte de série de conventions, d'assemblées, de communes, communes des communes, assemblées des assemblées? Je ne sais pas. Est-ce que ça doit quand même être porté par une personnalité qui réussit à assurer cette transition? Pour aller encore plus loin dans ce sens, et à rebours de l'exemple français actuel, est-ce qu'on peut idéalement, ou dans le réel, imaginer une société sans chef? Est-ce qu'une société sans chef est une société sans autorité? Et en l'absence d'autorité ou de chef, qu'est-ce qui constitue le ciment de ces sociétés alternatives? Oui, mais ça, c'est une très bonne question et difficile. Alors, c'est vrai qu'on a cherché éventuellement des réponses, bien sûr, du côté de l'histoire ou de l'anthropologie, éventuellement, en se demandant s'il y avait des sociétés sans chef. Bon, on cite très souvent les travaux d'un anthropologue qui a travaillé en Amazonie, Pierre Clastres, qui a écrit un livre fameux, La société contre l'État, où il parle d'ailleurs, lui, de chef sans pouvoir, ce qui est une sorte de figure paradoxale aussi. Il dit qu'en fait, dans les sociétés amazoniennes, il y a des chefs, mais ce sont des chefs qui n'ont aucun pouvoir coercitif. Donc, en quoi consiste leur fonction? Surtout en parole, en fait. Des gens qui parlent, qui disent un peu à la société ce qu'elle fait, ce qu'elle doit faire, mais pas tellement sous le mode de l'ordre, parce qu'ils ne seraient pas obéis, ou bien ils le disent comme ordre, mais une fois qu'ils se sont assurés que les gens allaient faire ce qu'ils voulaient déjà faire. En fait. Donc il y a toute une... Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, j'écoutais il y a quelques jours un entretien que Clastres avait donné à la radio, je crois en 1966,
Et il a dit quelque chose qui m'a surpris d'ailleurs, parce qu'il dit, alors au fond ce sont des sociétés où le chef a une fonction de parole, il a aussi une prérogative qui est d'avoir beaucoup de femmes, hein, il a un privilège, et puis éventuellement il conduit le peuple dans la guerre, il y a une question de la guerre. Et puis, éventuellement, s'il échoue, s'il est mauvais dans la guerre, s'il est mauvais orateur, etc., la société peut changer de chef. Mais il dit quelque chose d'assez surprenant de ce point de vue-là. Il dit qu'il y a un temps de transition où, en fait, la société peut exploser. C'est-à-dire, alors que Clastres est vu justement, et à juste titre, parce qu'il s'est présenté lui-même parfois comme un penseur plutôt anarchiste, il dit, au fond, la société risque d'exploser si elle n'a pas de chef dans cet entretien, ce qui est assez inattendu, parce que, au fond, sa fonction, c'est aussi un peu de faire tenir ensemble cette société. Mais je crois qu'il a abandonné ce type de présentation à la suite, dans les années 70, et il dit plutôt que, au fond, nos sociétés ont tendance à penser justement qu'elles dépendent du chef, alors que les sociétés qu'il étudie pense que le chef dépend de la société, donc il y a cette inversion. Alors cette inversion, c'est peut-être l'État pour lui. Les sociétés à État ont installé cette idée qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans État, qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans autorité, et qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans des chefs. Et il faudrait peut-être pour lui se défaire de cette vision pour promouvoir une forme d'autogouvernement plus radicale. Alors est-ce que l'exemple amazonien, à supposer qu'il faille l'analyser comme des sociétés sans chef, peut être généralisé? C'est une question intéressante, à laquelle d'ailleurs il ne donnait pas une réponse tout à fait nette, il me semble. Après, on a d'autres formes, bien sûr, d'expérience aujourd'hui, plutôt de démocratie plus directe. On a des institutions qui fonctionnent sur un mode où le peuple paraît doté davantage de pouvoir de décision, du pouvoir de voter sur des questions précises, ponctuelles. En un sens, il y a le modèle suisse, hein, si on veut la démocratie participative suisse, où on vote sur des questions très précises, les votations régulières. Il y a eu des choses qui ont été tentées aussi en Islande, des nouvelles constitutions aussi qui tentent de donner bien davantage de pouvoir de participation et des formes de démocratie directe. Donc je pense qu'il y a des expériences pour rapprocher aussi par exemple toute la question de la participation dans l'élaboration du budget, des budgets participatifs, qui sont d'ailleurs maintenant souvent intégrés plus ou moins aussi dans nos pays. En fait, il y a au niveau municipal, par exemple, c'est plus facile, sans doute. Il y a aussi des échelles de gouvernement où il est plus facile d'associer plus étroitement les gens. On voit, en tout cas, je pense qu'il y a un peu une crise du modèle à la fois représentatif et, disons, hégémonique, avec vraiment un chef qui décide de trop de choses. Et il y a des expériences, des formes d'ouverture à des procédures, à bien sûr des formes référendaires, des formes de démocratie participative, de budget participatif, qui essayent de reconfigurer un peu ce rapport gouvernant-gouverné. Toutes ces propositions participent-elles, selon vous, de ce que vous désignez comme l'art de ne pas être trop gouverné? Autrement dit, est-ce que l'art de ne pas être trop gouverné ne serait pas un art de gouverner soi-même? Alors oui, certainement, c'est-à-dire l'art de ne pas être trop gouverné, c'est l'idée qu'il faut fixer des bornes aux gouvernants et au gouvernement. C'est un effort à la fois théorique et pratique qui peut aller jusqu'à d'ailleurs tout simplement aussi descendre dans la rue et refuser ou se rebeller contre certaines mesures ou manifester contre, etc. Mais c'est aussi une façon d'essayer de déterminer à la fois des zones d'abus, des domaines où au fond on a l'impression que l'État ou les gouvernants interviennent trop et on pourrait se passer de leur intervention davantage, et puis inversement d'essayer de déterminer des zones de plus grande participation ou de plus large autogouvernement.
Donc c'est une façon d'approcher effectivement la politique, peut-être excessivement négative, hein. C'est-à-dire on fixe plutôt des limites, des bornes, on essaye de préserver des espaces de non-intervention pour l'État ou pour le gouvernement, mais qui a pu prendre des formes multiples. Et c'est vrai que moi je me suis intéressé à ces expressions historiques et actuelles aussi, de ce que ce philosophe français Michel Foucault appelait effectivement l'art de ne pas être trop gouverné. Vous parlez d'étendre la sphère de la politique dans certains domaines et de soustraire d'autres domaines à la sphère de la politique. Oui. Selon vous, comment la politique peut venir impacter dans nos vies quotidiennes ? Écoutez, on l'a vu de manière impressionnante ces derniers temps, c'est-à-dire on pouvait penser qu'on vivait de manière assez individualiste et à l'abri peut-être de l'État, mais finalement, dimensions les plus quotidiennes, c'est-à-dire aller acheter une baguette et faire une promenade autour de chez soi, on s'est aperçu que l'État pouvait intervenir pour nous demander une auto-autorisation, etc., définir un périmètre dans lequel on pouvait se déplacer. Alors bien sûr, c'est dans une situation très spéciale, une situation de crise sanitaire, d'état d'urgence sanitaire, de lutte contre une épidémie. Et donc, je ne mets pas en cause, on peut discuter du bien fondé de certaines mesures, du caractère plus ou moins punitif qui a été attaché en France par rapport à d'autres pays. Le fait que ça ait moins reposé sur la confiance, sur l'appel à la responsabilité des citoyens et davantage, disons, sur une certaine punition. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a rappelé soudainement que des domaines entiers de la vie quotidienne, qu'on pouvait penser tout à fait non politiques, au fond relèvent aussi de décisions politiques, de prérogatives politiques. Et c'est une chose impressionnante parce que finalement, je me souviens de discussions avec des amis dans les années 90, où la question était plutôt le libéralisme, jusqu'à quel degré, au fond, c'est aussi la liberté de ne pas s'occuper de politique. Au fond, il y a une chose on peut se dire, un régime libéral, un régime démocratique, c'est un régime dans lequel on peut ne pas trop se soucier de politique, peut-être. Après, ça se discute. Mais, vous pensez que c'est une option réalisable ? Au fond, pas tellement, justement, parce qu'on voit que la politique est un domaine qui peut s'étendre considérablement à la faveur de crises, et de crises parfois diverses. Hein. Alors il y a cet auteur dont je parlais tout à l'heure, qui s'est rallié au national-socialisme, Carl Schmitt, qui disait que le politique était potentiellement le total. Bon, alors c'est inquiétant, parce que si le politique est le total, ça veut dire qu'il peut s'occuper de n'importe quel aspect de notre vie, il peut décider de notre sexualité, de nos amis, il peut décider de ce qu'on mange, de la façon dont on rend ou non le culte, etc. Or, la pensée plutôt libérale et démocratique a plutôt essayé de soustraire des domaines. Hein, il y a la vie privée, il y a la liberté de conscience, il y a ce qu'on fait de sa sexualité, qui est quand même... tout ça, ça doit être plutôt en dehors des prérogatives de l'État. Et je pense qu'il faut veiller toujours à essayer de protéger un domaine, un domaine large des interventions du pouvoir. Mais on s'aperçoit que ça n'est pas du tout acquis et qu'il y a une instabilité, au fond, de ce qu'on définit comme étant politique et même de ce qu'on définit comme étant du ressort de l'État. Et je crois que l'expérience de l'épidémie, ça nous a rappelé ça très brutalement. C'est une expérience radicale, hein, le confinement, etc. Tout à coup, chacun voit que sa vie ne dépend pas juste de ses décisions. Alors je pense que ça n'est jamais le cas en fait, hein, parce qu'on est des êtres sociaux, on est pris dans des relations sociales et on peut dire qu'on est déterminé par des formes sociales et politiques de toute façon dans notre quotidienneté, mais disons, en général, on ne le vit pas sur un mode aussi flagrant et qui nous empêche autant de faire telle ou telle chose. Et donc là, on a redécouvert peut-être ce que Schmitt appelait l'ubiquité potentielle du politique. Et dans ce que ça a, je pense, d'impressionnant.
Comment est-il possible d'y résister à ces empiètements de la politique sur la vie quotidienne? Et ça, je pense, ça dépend bien sûr des situations. Après, il y a la question de savoir s'il fallait y résister ou s'il faut y résister dans des cas de lutte contre l'épidémie, ce qui n'a rien d'évident, parce que on peut dire qu'ici, ce qui est en question, c'est aussi pas seulement sa vie propre, mais la vie d'autrui. Donc il y a la question du fait que nos comportements peuvent avoir des effets, en l'occurrence sur les structures hospitalières, sur la vie de gens qui sont plus ou moins exposés à la maladie. Bon, après, on peut remonter aussi d'un cran et se dire, oui, mais si cette situation hospitalière est ce qu'elle est, c'est aussi le fruit de décisions politiques, décisions en termes de santé publique, de réduction du nombre de lits, etc. Et donc, au fond, il y a une manière, je pense, de repolitiser ces questions, qui n'est pas seulement, disons, défensive, qui n'est pas seulement le fait de protéger sa vie privée, mais qui est aussi de se demander comment notre liberté, en fait, est déterminée aussi par des supports sociaux, des services sociaux, est déterminée par justement des structures qui peuvent nous accueillir en cas de maladie, etc. Et donc là, je pense qu'il y a un versant positif aussi de ces réflexions qui est quelle répartition des services, quelle répartition économique est nécessaire pour qu'on puisse éviter justement de se retrouver dans ces situations extrêmes de confinement ou de tri de malades. Hein. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui là peut déboucher positivement sur des questions de santé publique, etc. Mais l'autre versant, c'est essayer de combattre les abus, de voir s'il y a des moments où en changeant la loi, ça peut être en changeant une loi sur la sécurité, on n'est pas en train d'empiéter sur certains droits des individus, sur certains droits de manifester, sur certains droits à ce que ces courriers privés ne soient pas lus, etc. Donc là, il y a au fond une défense un peu des droits, je dirais, des droits libéraux ou des droits libertés, qui, à mon avis, doit toujours être quand même aussi menée. Et puis il y a le versant plus positif de savoir comment organiser ces libertés, comment les organiser socialement. Vous venez d'utiliser le terme de sécurité. N'est-il pas flagrant qu'il s'agisse, par exemple, de l'antiterrorisme ou qu'il s'agisse des politiques de santé, notamment dans le cadre du Covid-19, que tous les resserrements de l'étau du pouvoir sur les individus se fassent au nom de cette sécurité? Ah oui, en ce moment, on est dans un grand principe sécurité. Hein. C'est sûr que la politique a été largement reconfigurée. Et comment s'opposer si tant est qu'il faille le faire, à cette exigence collective, cette nouvelle exigence collective qui, au fond, peut paraître assez légitime? Oui, mais alors justement, il faut s'interroger sur ce qu'on met sous sécurité et savoir aussi ce qu'on est prêt à sacrifier éventuellement sur l'autel de la sécurité. C'est-à-dire que, on a beaucoup dit ces dernières années, oui, la première des libertés, c'est la sécurité. Bon, le fait qu'effectivement de pouvoir ne pas craindre pour sa vie, c'est une chose importante, hein, ça c'est sûr. On peut dire que les pensées même du contrat social, au moins dans leur version première, par exemple chez Hobbes, sont fondées aussi sur cette idée qui, si on accepte d'entrer en société, c'est aussi pour être protégé contre le risque de la mort violente. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit autoriser l'État à agir sans mandat judiciaire, à retenir les gens en cellule, sans avocat, pour un temps de plus en plus long, éventuellement à enfermer des gens qui n'ont commis aucun acte délictueux, mais sur la base de voisinage ou d'intention, etc. Là, je pense qu'il y a évidemment des choses sur lesquelles il faut exercer une vigilance critique, parce que sinon on peut se retrouver effectivement dans des formes de pouvoir qui peuvent, au fond,
de manière assez arbitraire, hein, s'exercer sur les individus qui en contestent tel ou tel aspect. Bon, on l'a vu, vous parlez des états d'urgence, mais on a vu au départ c'était antiterroriste, et puis très vite, ça s'est appliqué à des gens qui étaient des syndicalistes, qui étaient des écologistes, qui étaient... On dit, mais attendez, c'était pas pour le terrorisme? Ben si, mais bon, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'effet tache d'huile de l'état d'urgence, qui fait qu'on l'applique sur un périmètre assez large. Les policiers qui encadrent, les services de sécurité qui encadrent les manifestations se mettent à être surarmés. L'avocat François Sureau, là, qui tout à coup traverse une manifestation, je crois, de solidarité avec ce jeune homme qui s'était retrouvé noyé à Nantes, Steve, je crois, s'aperçoit que tous ces policiers sont armés avec des armes qu'on utilise en Afghanistan. On dit, mais c'est étrange, ces gens ils manifestent. Bon, donc là, il y a des espèces de sauts où on accepte au fond des formes de brutalisation de la sécurité, de l'ordre, pour des raisons qui ne sont pas justifiées, ou par glissement. C'est-à-dire ce qui est conçu pour être un dispositif antiterroriste devient un dispositif tout à fait banalisé pour la moindre manifestation, pour la moindre contestation, avec éventuellement des... Bon, ça c'est une spécificité française assez malheureusement aussi, des formes brutales de maintien de l'ordre, des gens qui se retrouvent estropiés, avec un œil en moins, etc. Bon, qui montrent quand même qu'il y a un certain problème en ce moment, de ce point de vue-là. Vous faites allusion au mouvement des Gilets jaunes. Paradoxalement, l'époque est aussi celle d'une radicalisation de la contestation des institutions. On pense notamment à l'affaiblissement depuis plusieurs années des syndicats. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, un marqueur chez les participants a été le refus de s'incarner à travers un chef. Qu'est-ce que ça signalait ? Oui, le mouvement des Gilets jaunes était intéressant de ce point de vue-là. D'une part parce que c'est un mouvement qui a jailli, qui a surgi hors des organisations traditionnelles, hors des syndicats, des partis, etc. Souvent qui était le fait, alors c'est un peu compliqué quand on entre dans la sociologie précise, je crois, des Gilets jaunes, mais qui était de fait d'un certain groupe qui n'était peu politisé, ou qui s'était éloigné beaucoup de la vie politique. Alors ensuite on s'est aperçu qu'il y avait tout de même des gens qui se présentaient, alors non pas comme des chefs, effectivement, ils refusaient même clairement d'être désignés comme les chefs, c'était un mouvement sans leader si on veut, mais qui étaient tout de même des messagers comme Éric Drouet ou Fly Rider. Voilà, exactement, qui fédéraient quand même autour d'eux des sortes de groupes de followers, donc ça est passé aussi beaucoup par les réseaux sociaux, les médias sociaux, et donc c'était des mouvements sans leader, mais avec tout de même ces figures de proue. Alors ensuite, c'était intéressant aussi peut-être sur les limites des mouvements de ce type, parce qu'on a bien vu que, alors autant c'est un mouvement qui, pour la première fois depuis très longtemps, a véritablement inquiété le pouvoir, on veut dire, plus que n'ont su le faire des millions de manifestants, ou des centaines de milliers, disons, par exemple sur les questions, la loi travail, etc., les manifestations encadrées par les syndicats. Là, on avait un mouvement dont la radicalisation même a créé une peur, de la part du pouvoir, et du coup, Emmanuel Macron a dû changer un certain nombre de choses, a dû répondre sur certains points, a dû même un peu changer de style à ce moment-là, en parcourant la France et en inventant le grand débat, etc. Et donc, c'est un mouvement qui a eu une force, mais qui n'a pas vraiment pu se perpétuer non plus au-delà de son moment, disons, protestataire et quasi... même s'il y a eu des tentatives, justement, avec l'appel de Commercy, avec des gens qui essayaient de proposer une forme de démocratie plus directe, avec la question aussi du référendum d'initiative populaire. Bon, mais c'est vrai que souvent, il me semble, maintenant c'est une discussion qui est ouverte aujourd'hui, mais que les mouvements sans chef peuvent être très forts
pour obtenir, d'ailleurs, éventuellement l'effondrement même de structures de pouvoir, comme dans les printemps arabes, dont on a dit aussi que c'était des mouvements sans chef. Ensuite, le risque, c'est qu'ils se fassent en quelque sorte voler leur victoire par des appareils, par des organisations, très organisées, par l'armée éventuellement dans certains pays arabes, par des partis islamistes, par des structures très organisées. Et donc on a aussi un peu les limites éventuellement des mouvements sans leader, qui est le passage à la politique institutionnelle. C'est-à-dire autant ça fonctionne bien comme contestation, et éventuellement d'autant mieux qu'on ne peut pas justement coopter les leaders et donc obtenir des concessions, etc. Il y a une radicalité qui peut demeurer plus longtemps, en un sens. Mais aussi il y a éventuellement un épuisement et une difficulté à passer ensuite à de la durée. Et alors la durée, c'est justement un peu l'affaire de l'autorité, selon Arendt. L'autorité, ça sert à construire de la durée. Et donc cette question se repose, au fond, pour ces mouvements. Vous avez rappelé que le mouvement des Gilets jaunes a débuté sur les réseaux sociaux, ce qui lui a donné son caractère vaporeux, diffus, moléculaire, désorganisé. Voilà. Quel a été l'impact des nouvelles technologies, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou d'Internet, sur les hiérarchies sociales ? Ah oui, ça c'est une difficile question. Je ne saurais pas vous répondre comme ça, je pense. Les réseaux sociaux ont entraîné la contestation, disons, des figures surtout d'experts, ou des éditorialistes, ou des journalistes. C'est-à-dire, il y a eu l'idée que maintenant la parole pouvait être bien davantage à tous, sans avoir besoin d'une autorité spécifique pour la prendre. Donc il y a eu un effet, je pense, de démocratisation de la parole. Alors, éventuellement, sur un mode un peu désordonné et parfois assez stérile, c'est-à-dire c'est ce côté, disons, où tout le monde se met à parler de tout avec un aplomb considérable et où on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de considération pour, par exemple, des gens qui ont pu travailler des années sur un sujet. Ils ont peut-être acquis une certaine connaissance. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec leurs conclusions, mais on peut considérer qu'ils ont une certaine expertise sur cette question. Or, c'est vrai que les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, produisent une sorte d'arrasement et de mise à même niveau de paroles qui ont... Alors, ce n'est pas la question de l'autorité comme telle, ou bien ce qu'on a appelé parfois l'autorité épistémique, l'autorité de la connaissance. Mais en tout cas, il y a cette question de l'économie de la connaissance maintenant, et de la distribution. Et on sait que Internet est un grand vecteur de connaissances, mais c'est aussi éventuellement un grand vecteur de n'importe quoi. Alors sur les hiérarchies sociales, je pense que ça a un effet d'un côté égalisant, avec effectivement le fait que... d'ailleurs, au fond, j'ai pu, si j'ose dire, l'observer moi-même. Pendant un temps, moi, quand j'écrivais un article dans un journal, ça paraissait, et puis c'est tout. Éventuellement, des gens réagissaient que je connaissais. Maintenant, alors, ils sont en train un peu de changer ça, mais vous écrivez un article dans Le Monde, etc., vous avez des commentaires, éventuellement des dizaines de commentaires, et des gens qui disent qu'est-ce qu'il raconte ce type, ce blabla, machin. Donc vous êtes beaucoup plus exposé à la critique de chacun. Ce qui peut avoir un bon côté, ce qui peut aussi parfois être agaçant, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui écoutent 5 minutes et qui jugent très vite. Bon, c'est une connaissance très peu normée, enfin, ce sont des prises de parole un peu d'un intérêt très inégal. Mais c'est vrai que je pense que c'est un effet sur, une certaine... vous savez, on disait que dans l'accès à la parole publique, il y a ce qu'on appelle des écluses, c'est-à-dire des choses qui vous ferment l'accès, qui peuvent s'ouvrir, mais qui pouvaient s'ouvrir si vous aviez des diplômes, si vous aviez ceci. Là, les écluses ont assez largement sauté. Donc de ce point de vue-là, les hiérarchies sociales sont moins nettes. Après, il y a des hiérarchies qui se refont autrement, des hiérarchies de capital, des hiérarchies et aussi de capital symbolique d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'elles sont un peu en mutation, surtout au plan, je pense, symbolique. Au-delà de la présidentialisation de la vie politique française, pensez-vous que la présence d'un chef soit un facteur plutôt de pacification ou une source de violence ? Il y a des études de psychologues qui justement essaient de distinguer, même chez les enfants, vous voyez, dans une cour de récréation, il y en a qui sont plutôt pacificateurs et qui aiment bien plutôt créer des tensions et des conflits. Et je pense que dans les figures de chefs politiques, on trouve les deux. On trouve bien entendu des figures qui sèment plutôt le ressentiment, voire la haine pour certains groupes, qui peuvent semer la guerre civile, bien sûr, on a beaucoup d'exemples historiques. Puis il y a des figures qui ont plutôt tenté de sortir justement de situations de guerre civile, de situations d'oppression. Si on voit, il y a un exemple historique souvent cité de ce point de vue-là, c'est quelqu'un comme Nelson Mandela. Mandela, quelqu'un qui a permis, de cette façon, la sortie de l'apartheid. Alors pas tout seul, il y avait beaucoup de gens autour de lui, mais la figure, le fait que ça puisse s'incarner justement aussi dans une figure qui fait la transition entre un régime raciste et un régime qui sort justement de cette organisation, on peut considérer que c'est justement une forme de bonne pacification. Je pense que c'est un peu ce que j'avais appelé le charisme de justice aussi, mais c'est aussi le charisme de fondation, c'est-à-dire fonder des institutions nouvelles, plus démocratiques, plus justes, ça participe de la pacification. Et de ce point de vue-là, il y a des figures de leaders qui sont des figures pacifiantes. Il y en a eu dans l'histoire et il y en a encore. En un sens, bon après moi je ne veux pas l'arbitraire du jugement politique de chacun, mais il me semble que, indépendamment presque, c'est quelque chose d'un peu objectif, on peut dire que Donald Trump, surtout à la fin de son mandat, était quelqu'un qui favorisait une certaine tension, c'est même jusque bien sûr dans l'assaut du Capitole. Bon, là on a quelque chose d'une figure extrême de tension politique. On peut dire qu'il me semble d'ailleurs le mode de gouvernement de son successeur, Joe Biden, est beaucoup plus pensé comme dirigé vers une forme de pacification, de réconciliation des différents groupes, des minorités, etc. Donc je crois que là, c'est justement les différents modes de charisme et de leaders démocratiques qui sont très visibles. Vous évoquez le charisme de justice, le charisme de fondation. Une autre notion qui vous est chère est le charisme démocratique. De quoi s'agit-il ? Et ce sera ma dernière question. Non, je m'étais demandé, dans le fil là aussi de travaux de sociologie classique, mais si le charisme. Alors, charisme, c'est censé renvoyer à une qualité extraordinaire. Donc, a priori, c'est assez peu démocratique si on pense à la démocratie dans l'horizon de l'égalité, justement. Mais il y a cette question qui a assez vite surgi de savoir s'il y avait un charisme qui pouvait être favorable à la démocratie. Et donc, s'il y avait aussi d'ailleurs des leaders qui pouvaient être favorables à la démocratie. Alors, moi, je ne limite pas d'ailleurs cette question au champ politique. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir un effet d'entraînement pour mobiliser des groupes pour la défense de certains droits, pour la défense pour la conquête de certains droits aussi. Et donc, il y a une circulation du charisme, il y a des figures diverses dans le champ social qui peuvent produire cet effet d'entraînement, qui est quelque chose qu'on peut attendre peut-être d'un leader démocratique, c'est de produire, de mettre un peu de souffle, de produire un peu d'enthousiasme, de croyance dans la possibilité de faire quelque chose, de donner du pouvoir au fond. Paradoxalement, dans ce cas-là, le charisme démocratique serait celui qui ne prend pas le pouvoir pour soi, mais qui essaye justement de le faire circuler, de donner davantage de pouvoir, mais à travers une action collective, à travers
une mobilisation collective. Et c'est une dimension de la politique démocratique. Alors j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est position de limite, essayer de protéger des droits, un espace privé, etc. Mais il y a aussi une dimension de la démocratie qui est justement celle de la participation, la construction en commun, l'action collective et la décision en commun, la délibération en commun, la conquête de droits, l'invention démocratique, comme on dit. Et ça peut passer par ces formes de charisme, je pense. Notre entretien touche à sa fin. On a abordé durant 1 heure beaucoup de notions, soulevé beaucoup de problématiques. Monsieur Jean-Claude Monod, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je rappelle à nos spectateurs les titres de vos 2 ouvrages sur ce sujet. Le premier, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? Le second, L'art de ne pas être trop gouverné. Votre intervention marque la fin de nos rencontres en ligne dans le cadre du Festival des Journées de l'Éloquence. Nous vous invitons toutefois à nous retrouver le 25 juin prochain pour le concours national d'éloquence. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.